L'Assemblée nationale a élu le général To Lâm, membre du Politburo et ministre de la Sécurité publique, président vietnamien pour le mandat 2021-2026. Le secteur du textile et de l'habillement retrouve sa dynamique de croissance avec de nombreuses nouvelles commandes. Le Vietnam s'efforce de conserver la biodiversité tout en promouvant le développement durable et en améliorant les moyens de subsistance des communautés. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Ce mercredi 22 mai, l'Assemblée nationale a élu le général To Lâm, membre du Politburo, ministre de la Sécurité publique et député pour le 15e législature de l'Assemblée nationale, président vietnamien pour le mandat 2021-2026. Immédiatement après que l'Assemblée nationale a adopté la résolution, le président de l'État, To Lâm, a prêté serment. Le président de l'État nouvellement élu To Lâm a promis d'être fidèle à la patrie, au peuple et à la Constitution et de faire de son mieux pour accomplir les tâches assignées par le parti, l'État et le peuple. Il a déclaré que ce nouveau poste lui permet d'associer au comité central du parti, au Politburo et au secrétariat du comité central du parti et de consacrer tout son cœur et son esprit au service du pays et du peuple en suivant la voie choisie par le parti et le président Ho Chi Minh. Je m'engage à remplir sérieusement et pleinement mes devoirs et droits en tant que président, conformément à la Constitution, à exercer mes fonctions dans les affaires intérieures, extérieures, de défense et de sécurité du pays, et, aux côtés du parti, du peuple, de l'armée et d'autres organisations du système politique, à utiliser l'esprit d'indépendance et d'autonomie pour m'efforcer de réaliser avec succès les initiatives définies par le parti. J'ai promis de créer un système de gouvernance nationale moderne, efficace, avancé et développé et un système administratif et judiciaire professionnel, régi par le droit et moderne, en accordant une attention adéquate à la construction, à la consolidation et à la promotion de la force du grand bloc d'unité nationale. Le président To Lâm a affirmé qu'il travaillerait avec le comité central du parti, le Politburo et le secrétariat du comité central du parti pour renforcer la direction et la capacité du gouvernement et du parti, prévenir et repousser les signes de dégradation, d'auto-évaluation et d'auto-transformation et mettre en œuvre efficacement la politique étrangère de multilatéralisation et de diversification des relations externes imprégnées de la diplomatie du bambou vietnamien. Toujours ce mercredi, dans le cadre de la 7e session de la 15e législature, les députés ont écouté le rapport du gouvernement sur les résultats de la réalisation des objectifs nationaux en termes d'égalité de genre en 2023. Selon le rapport, à la fin de 2023, le Vietnam a atteint, voire dépassé, 11 des 20 objectifs de la stratégie jusqu'en 2025. En termes d'indice d'égalité des genres, le Vietnam occupait la 72e place sur 146 pays en 2023, soit une progression de 11 places par rapport à 2022. L'écart entre les hommes et les femmes s'est réduit dans différents domaines. Le même jour, l'Assemblée nationale a entendu le rapport sur l'examen de la politique d'investissement du projet de construction de l'autoroute Nord-Sud, partie ouest, ainsi qu'un rapport sur la proposition d'ajuster la politique d'investissement du programme national de développement socio-économique des minorités ethniques dans les zones montagneuses sur la période 2021-2030. À l'occasion du 2568e anniversaire du Bouddha, journée du Vesak,
le Premier ministre Phạm Minh Chính est venu formuler ses meilleurs vœux aux dignitaires et fidèles bouddhistes à la pagode de Quán Sứ à Hanoï, soulignant l'importance de la journée du Vesak ainsi que le cheminement du bouddhisme avec la nation depuis des milliers d'années. Le chef du gouvernement a souligné que la religion avait eu des impacts positifs et avait contribué de manière significative à la lutte pour l'indépendance et la réunification nationale, ainsi qu'à l'édification et à la défense du pays. Estimant les contributions apportées par les moines, nonnes et adeptes bouddhistes au travail social et aux activités caritatives et humanitaires, le Premier ministre a souligné que le bouddhisme, avec d'autres religions, avait orienté la vie spirituelle et construit des normes éthiques, contribuant ainsi à stabiliser la société et promouvoir le développement du pays. Les exportations vietnamiennes de textiles et d'habillement ont connu de nombreuses améliorations. Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, au cours des 4 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires des exportations de textiles et d'habillement a augmenté de 6,3% par rapport à la même période de l'année dernière. De nombreuses entreprises ont déclaré que les commandes à l'exportation jusqu'à la fin du 3e trimestre affichent complet et celles du 4e trimestre sont en cours de négociation. Si cette dynamique se maintient, l'objectif annuel d'exportation de textiles et d'habillement de 44 milliards de dollars est tout à fait réalisable. Les tensions en mer Rouge ont plus ou moins impacté le transport des marchandises et des matières premières nécessaires à la production. Mais la demande du marché a augmenté et l'entreprise a eu des commandes jusqu'à fin octobre, grâce à un suivi attentif du marché et à une adaptation rapide de sa production. Les marchés européens et américains connaissent des taux de croissance élevés. L'Australie reste un marché stable. Nous promouvons la haute technologie pour augmenter la productivité et réduire les coûts. Cette entreprise compte de nombreuses commandes en provenance du Moyen-Orient et de l'ASEAN. Nous promouvons la promotion commerciale et rencontrons directement des clients de Malaisie, du Cambodge et de Singapour. Les employés font des heures supplémentaires en permanence. Selon l'Association du textile, de la broderie et du tricot de Ho Chi Minh Ville, les commandes des entreprises au 2e trimestre ont augmenté de 15 à 20% par rapport à la même période de l'année dernière. La plupart des entreprises s'adaptent rapidement, répondant aux exigences strictes en matière de délai de livraison, de coût de produits et de qualité des produits de chaque marché. Désormais, les entreprises ont adopté une production rapide. Avant, la livraison prenait 70 à 90 jours, mais maintenant, ce délai est tombé de 45 à 30 jours. Selon l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement, un autre signe notable est que de nombreuses sociétés de vente au détail, membres d'accords de libre-échange comme le Canada, l'Australie ou l'Europe, sont venus au Vietnam pour rechercher des chaînes d'approvisionnement offrant des prix compétitifs. L'association a défini les 3 principaux piliers, à savoir la diversification des marchés, des produits et des clients. En 2023, les produits vietnamiens étaient exportés vers 104 marchés. Cette année, nous devrons atteindre 110 marchés. Selon l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement, les entreprises du secteur s'efforcent de transformer leurs produits de manière écologique. Les changements visant à répondre aux exigences des importateurs aident le Vietnam à atteindre ses objectifs de croissance. La Commission européenne CE a convenu avec le Vietnam d'effectuer la 5e inspection sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, INN, vers septembre ou octobre 2024, au lieu du mois de mai comme prévu. L'une des raisons pour lesquelles la CE a retardé la date d'inspection et de retrait des cartons jaunes INN est que le gouvernement vietnamien a récemment publié le décret numéro 37 sur la pêche et le décret numéro 38 sur les réglementations relatives à la sanction des violations administratives dans le secteur de la pêche. La CE souhaite donc avoir plus de temps pour envisager la mise en œuvre de ces 2 décrets.
Afin de faire lever le carton jaune imposé par la Commission européenne concernant l'INN, les gardes frontières provinciales de Quảng Ninh et le secteur de la pêche ont pris des mesures drastiques. Des patrouilles et des contrôles contre la pêche INN sont déployés régulièrement, ce qui permet d'empêcher les chalutiers et les pêcheurs d'opérer illégalement dans les eaux étrangères. Tout de suite, état de lieu sur l'île de Koh Tao. Lors de leur patrouille en mer, les gardes frontières de Koh Tao distribuent régulièrement des tracts, diffusent les lois et informent les pêcheurs sur la réglementation relative à la prévention de la pêche INN. Ils traitent également les violations. Les gardes frontières nous encouragent à respecter les réglementations. Je trouve cela très utile pour nous lorsque nous travaillons en mer. Nous avons tous une meilleure compréhension des lois et règlements concernant la pêche INN. Depuis l'année dernière, nous avons arrêté et traité 45 cas impliquant 45 sujets et 45 navires violant la réglementation de la pêche INN. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les autorités locales pour restreindre tout navire et déconnecter son système de surveillance pendant plus de 10 jours. L'île de Chen se trouve à moins de 5 km de la ligne de démarcation du golfe du Tonkin. C'est la zone de pêche traditionnelle des pêcheurs de la région du Nord. Les officiers et soldats locaux effectuent régulièrement des patrouilles, des examens médicaux et des distributions de médicaments aux pêcheurs. La plupart des armateurs ont été invités à signer un engagement pour ne pas enfreindre les réglementations INN. Les gardes frontières nous aident à comprendre la réglementation et notre responsabilité lors de la pêche en mer. Chaque citoyen doit contribuer au retrait du carton jaune de la CE. Fondamentalement, les armateurs ont connu des changements positifs dans leur prise de conscience. Les formalités administratives de base sont en grande partie achevées. Nous n'avons pas été détectés dans des violations ces derniers temps. Les autorités ont également fourni les contacts nécessaires aux pêcheurs afin qu'ils puissent être rapidement informés des violations ou des cas dans lesquels ils pourraient avoir besoin d'être secourus. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Avec un capital abondant, des technologies modernes ainsi qu'une expérience de gestion issue des économies développées, les entreprises d'IDE ont contribué au processus de développement durable au Vietnam. Cependant, selon le dernier rapport sur l'indice de confiance des entreprises de la Chambre de commerce européenne au Vietnam, Eurocham, les entreprises étrangères sont encore confrontées à de nombreux défis pour atteindre leur objectif de développement durable au Vietnam. Cette société d'équipement électrique industriel figure depuis de nombreuses années parmi les 100 entreprises les plus durables au monde. Selon un représentant de l'entreprise, l'un des plus grands défis lorsqu'elle opère au Vietnam est de convaincre ses fournisseurs de participer à sa chaîne de valeur durable. Actuellement, construire un immeuble de bureau selon des critères écologiques coûtera environ 6% plus cher qu'un immeuble conventionnel. Les fournisseurs vietnamiens ayant l'intention d'étendre leurs opérations à l'échelle mondiale sont très ouverts à l'application de pratiques durables. Mais quant aux partenaires qui opèrent principalement sur le marché intérieur, il n'est pas facile de les convaincre de changer. Opérant dans le domaine de la production alimentaire durable, l'une des problématiques auxquelles cette entreprise néerlandaise s'intéresse particulièrement est l'élimination des antibiotiques dans l'élevage et l'aquaculture. Cependant, selon les données du département de la santé animale, seuls 63% des établissements d'élevage au Vietnam respectent le dosage et l'utilisation correcte des antibiotiques.
Les entreprises vietnamiennes du secteur doivent également se conformer aux normes relatives à la teneur en antibiotiques du bétail afin de garantir des conditions de concurrence équitables. Des réglementations spécifiques sont donc nécessaires. En matière de durabilité, des réglementations juridiques claires jouent un rôle primordial. Selon les experts, chaque secteur a ses propres exigences en matière de durabilité, ce qui demande des infrastructures et des cadres juridiques appropriés. Relever ces défis nécessite une coordination étroite entre le gouvernement et le monde des affaires pour créer un environnement favorable aux activités durables. Il est nécessaire de maintenir le dialogue entre le gouvernement et les entreprises dans le processus d'amélioration des politiques, tandis que les entreprises investissent dans les technologies et méthodes de production vertes. Le gouvernement vietnamien peut se concentrer sur la modernisation des infrastructures énergétiques et de connectivité, tout en ajustant son cadre politique pour soutenir les opérations durables. Selon le rapport annuel Sustainability Survey 2023, l'indice Green Gap, qui détermine l'écart entre la sensibilisation et les actions spécifiques visant à mettre en œuvre les objectifs de développement durable du Vietnam, est toujours élevé à 52%. Améliorer l'environnement d'investissement pour répondre aux besoins de croissance durable des entreprises étrangères aidera le Vietnam à attirer davantage de ressources pour atteindre ses propres objectifs de durabilité. Dans la tendance du développement durable et de la réduction des émissions, le marché des crédits carbone est devenu une opportunité attractive pour l'industrie agricole du Vietnam. Dans le reportage suivant, découvrons comment les agriculteurs de Bến Tre exploitent le potentiel des crédits carbone issus de la noix de coco. Selon cette entreprise, un hectare moyen de cocotier peut stocker 25 à 75 tonnes de CO2. Ainsi, en plus de la récolte de fruits et de nectar, des dizaines de milliers de cocotiers devraient générer des revenus importants grâce à la vente de crédits carbone. Les crédits carbone sont essentiels pour l'avenir de notre entreprise, car ils nous permettent d'exporter nos produits vers des marchés exigeants comme l'Europe. Le Vietnam se classe au 7e rang mondial pour la production de noix de coco, avec une superficie d'environ 188 000 hectares. Dans un avenir proche, nous organiserons des conférences et des séminaires de promotion des investissements sur le développement de la chaîne de valeur de la noix de coco associée à l'économie circulaire. Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut adopter de nouvelles méthodes agricoles ou investir dans la technologie. Comme M. Ngang par exemple, il tenait un journal de plantation, codait chaque arbre et n'utilisait pas d'engrais chimiques. Grâce à cela, ces produits à base de noix de coco sont certifiés biologiques, génèrent de faibles émissions et sont vendus à des prix élevés. Le prix du marché de 10 noix de coco est de 40 000 dong, mais l'entreprise les achète pour 50 000 dong. Nous collaborons avec des agriculteurs pour développer des zones de matières premières vertes et biologiques. De nombreux pays dans le monde ont réussi à vendre des crédits de carbone issus de la noix de coco. Il s'agit donc d'un marché potentiel pour le Vietnam. Il est important de finaliser rapidement le cadre juridique et d'établir des normes techniques spécifiques pour la vente de crédits carbone. Cela contribue non seulement à compenser les émissions de gaz à effet de serre, mais augmente également les revenus des agriculteurs. Aujourd'hui, 22 mai, a lieu la Journée internationale de la biodiversité. Ces derniers temps, de nombreux programmes ont été déployés dans le pays pour réaliser la stratégie nationale sur la biodiversité à l'horizon 2030 d'ici 2050. L'objectif principal est conserver de la biodiversité tout en promouvant le développement durable et en améliorant les moyens de subsistance des communautés. Pour la première fois, les villageois des zones centrales et tampons ont reçu l'une des 36 variétés endémiques de rhododendron du parc national de Hoàng Liên. Ces premiers lots de 10 000 plants devraient être récoltés l'année prochaine. Ces arbres rehaussent non seulement la beauté des homestays pour attirer les touristes, mais fournissent également des fleurs à vendre.
Ces plantes embellissent mon espace de vie. Je peux vendre ces fleurs aux touristes pour qu'ils n'aillent pas dans la forêt pour la détruire. Ces arbres rares disparaissent peu à peu dans la forêt. C'est pour cela que nous les plantons pour les préserver. Fin 2019, la superficie forestière primaire du Vietnam ne représentait que 500 000 hectares, soit moins d'un quart de la superficie forestière totale du pays. Les forêts continuent d'être détruites parce que les politiques de conservation ne sont pas efficaces. De nombreuses mesures sont donc mises en œuvre pour résoudre ce problème. Les forêts fournissent du bois et d'autres avantages tels que la protection de l'environnement, l'approvisionnement en carbone et les services touristiques. Nous nous efforçons d'exploiter pleinement les valeurs des écosystèmes forestiers, contribuant ainsi à préserver la biodiversité et à améliorer les moyens de subsistance des populations. La conservation de la biodiversité associée au développement économique est un élément clé du cadre mondial pour la biodiversité auquel le Vietnam a adhéré en 2022. La préservation des forêts contribue également à améliorer la capacité d'absorption du carbone. Les premiers 51,5 millions de dollars reçus sous forme de crédit carbone démontrent l'efficacité des politiques actuelles du Vietnam. La cascade Ban Dốc à Cao Bằng a été nommée parmi les 21 plus belles cascades du monde par le magazine de voyage américain Travel and Leisure. Située à la frontière entre le Vietnam et la Chine, la cascade de Ban Dốc offre un paysage majestueux qui ressemble à un conte de fées. La cascade atteint une hauteur de plus de 60 mètres, la plus longue chute étant de 30 mètres. Elle est constituée d'une série de cascades coulant sur plusieurs couches rocheuses. Également connue comme l'une des plus belles cascades du Vietnam, Ban Dốc est l'une des plus grandes cascades naturelles d'Asie du Sud-Est. La meilleure période pour visiter Cao Bằng est de septembre à décembre, lorsque la cascade est d'un bleu cristalline. La province est également une destination idéale en été grâce à son air frais et à son eau fraîche qui contribue à atténuer la chaleur. Un ballet qui mélange la musique classique européenne avec des éléments folkloriques vietnamiens. Que pensez-vous de cette combinaison peu ordinaire? Comment les outils de pêche et les éventails en papier interagissent-ils avec les 4 saisons de Vivaldi? Dans le reportage suivant, embarquons pour un voyage captivant où l'Orient rencontre l'Occident dans un ballet contemporain. Un ballet interprété sur des airs de musique classique occidentale, mais avec pour toile de fond le nord du Vietnam, avec ses nattes de paille, ses paravents en bambou, ses éventails en papier et ses pièges à pêche en bambou. Les Vietnamiens sont sans doute familiers avec les pièges en bambou. Mais le public sera étonné de voir comment, en un instant, ces outils peuvent se transformer en robes gracieuses et charmantes, ou en chapeaux ou fenêtres à travers lesquels le chant des oiseaux printaniers peut être entendu. Au-delà des costumes et des accessoires, chaque mouvement est méticuleusement chorégraphié pour intégrer harmonieusement les éléments culturels occidentaux et orientaux. Les pieds des danseurs exécutent des pas de ballet, tandis que leurs mains représentent des symboles culturels vietnamiens. Les règles établies du ballet classique, telles que les première, deuxième et troisième positions des mains de ballet et l'arabesque étendue, sont considérées comme inaltérables. Cependant, dans le contexte de ce ballet et des caractéristiques vibrantes de la culture vietnamienne, nous nous inspirons des symboles culturels vietnamiens. Par exemple, la fleur de lotus déconstruite révèle ses pétales se transformant en de nouvelles formes basées sur les principes de l'image de l'Asie de l'Est. Le ballet se déroule sur la suite classique des 4 saisons du compositeur italien Vivaldi, composé il y a plus de 300 ans.
Cependant, le spectacle ne suit pas l'ordre chronologique original des 4 saisons. Il commence par l'hiver, suivi de l'automne, de l'été et enfin du printemps. Ce séquençage non conventionnel sert à raconter une histoire autour du peuple vietnamien. Le ballet raconte l'histoire des 4 saisons vécues par le peuple vietnamien, où il affronte la fureur des tempêtes, des vents violents et des tourbillons. Enfin, la douce brise du printemps arrive, représentée par des éventails en papier sur scène. Il symbolise le renouveau et l'esprit inébranlable du peuple. Je souhaite transmettre les caractéristiques distinctives de la culture vietnamienne à travers le langage artistique du ballet classique et de la musique occidentale, permettant ainsi à l'esprit du Vietnam de transparaître. Le ballet Zo synthétise la musique classique européenne avec des images et des histoires de la culture vietnamienne, exprimées à travers le langage artistique du ballet contemporain. Grâce à cette fusion, l'équipe vise à présenter les caractéristiques uniques des deux cultures, un public plus large. En plus de préserver et de promouvoir les valeurs culturelles classiques traditionnelles, nous avons également la responsabilité cruciale de rester en phase avec notre temps et d'utiliser ces valeurs traditionnelles de manière innovante. Cela contribuera à atteindre la jeune génération, garantissant que ces valeurs resteront pertinentes et durables dans le temps. Ce spectacle incarne certainement l'esprit du Vietnam. Au milieu du paysage musical européen se trouve un mélange harmonieux et homogène de deux cultures. Nous pensons que la culture vietnamienne sert de pont, permettant à la culture européenne de se connecter plus profondément avec le public vietnamien. Le spectacle a laissé une profonde impression sur le public national et international. C'était la première fois que je regardais un spectacle de ballet aussi grandiose en termes de son et d'éclairage. J'ai été particulièrement impressionnée par la scène où les danseuses portaient des pièges à poissons en bambou comme des jupes. L'histoire du peuple vietnamien, exprimée à travers le langage artistique de l'Europe, a reçu près de 10 minutes d'applaudissements à l'Opéra de Hanoï. Cela montre que la beauté complexe de la culture vietnamienne peut effectivement se combiner avec le ballet et la musique classique venue de l'Occident. Voyons tout de suite les prévisions météo. C'est la fin du journal francophone. Merci pour votre attention. Au revoir et à demain.